Bonjour, monsieur Serge Barbet. Vous êtes directeur du CLEMI, ce centre pour l'éducation aux médias et à l'information en France. On va y venir un peu plus largement tout à l'heure. Mais juste avant, parlons un peu de ce Serge, journaliste de carrière. Comment vous avez commencé dans ce métier? Bonjour et merci de cette invitation qui m'honore. J'ai commencé dans le journalisme par goût de l'écriture au départ, par facilité. J'aimais lire, écrire. Je n'avais pas été un étudiant brillant, mais j'étais très curieux, très ouvert à tous les sujets de société. J'ai fait des débuts d'études en lettres, en droit, que j'ai pas suivi. Le temps passant, j'ai réalisé une obligation à l'époque qui s'appelait le service militaire. Et tout de suite, en sortant de cette période d'un an de service militaire, je me suis mis à travailler et j'ai postulé naturellement au journal de ma ville, qui est un journal quotidien régional, Le Progrès de Lyon. Quelques mois après ma demande, 3 mois après, j'ai reçu un courrier du patron de la rédaction du Progrès qui me dit: nous cherchons un correspondant local de presse. Et donc j'ai exercé cette activité de correspondant local de presse, qui est vraiment le premier échelon dans la production de l'information, c'est-à-dire vraiment des correspondants qui vont dans des territoires donnés pour traiter un peu de toutes les thématiques et surtout des sujets même les plus Ouais. anecdotiques, des faits divers. Bon, Information de proximité, quoi. l'information de proximité. Ça a été passionnant. J'ai découvert tous les métiers de la presse quotidienne régionale. J'ai été secrétaire de rédaction. Assez rapidement, j'ai eu l'opportunité d'animer l'agence du territoire dans lequel j'étais, l'agence du Grand Lyon, dans l'ouest de Lyon, et donc animer un réseau de correspondants. Et au bout de pratiquement 4 années, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un petit groupe de presse indépendant qui s'était créé à Lyon, qui s'appelait à l'époque Lyon Mag et qui n'existe plus sous la forme de l'époque. J'ai eu ma carte de journaliste professionnel pour mon travail dans ce magazine d'information générale. Et au début, j'y suis entré notamment pour lancer un bimestriel, un magazine, pardon, trimestriel d'information économique sur la région. Voilà. Et donc, pour moi, ça a été une découverte totale du métier de journaliste en presse écrite. J'y suis resté dans ce petit groupe de presse indépendant jusqu'à l'année 2001, Ouais. pendant 3 années. Et on comprend que vous avez pratiquement appris le métier aussi sur l'État aussi. Donc, Totalement. voilà. J'ai appris le métier sans diplôme d'école de journalisme. J'ai fait une formation au centre, au CFPJ à Ouais, Paris, ouais, notamment parce que nous étions au début de l'Internet ouais, professionnel et que je voulais avoir une formation sur l'écriture en ligne. ouais, Voilà, quand on publie une ouais, information sur Internet, ben, ça répond à des critères ouais, éditoriaux un peu différents, des techniques d'écriture ouais, journalistique différentes. On était dans les prémices ouais. des premiers sites d'information et donc j'ai souhaité avoir cette formation. Mais pour le reste, oui, c'est une formation sur le terrain. Et je me suis retrouvé aux côtés de journalistes qui, eux, avaient fait les écoles supérieures de journalisme. Et donc, j'avais des collègues qui sortaient de l'école supérieure de journalisme de Lille, Ouais, du QH de ouais, Strasbourg. Et je voyais bien nos spécificités. ouais, Moi, j'avais un atout, c'est que je connaissais bien le terrain. ouais, Ils avaient un atout pour eux qui était d'avoir la connaissance théorique ouais, du journalisme. L'idéal étant d'avoir les deux, je ouais, pense. voilà. Donc, on sait aussi que vous avez aussi fréquenté la classe politique française. Je crois que vous étiez même candidat. Racontez-nous cet épisode dans votre carrière et pourquoi n'avez-vous pas continué sur cette voie? Alors, à la fin de l'aventure Lyon Mag, je voulais poursuivre dans le journalisme et monter à Paris. C'est-à-dire qu'en France, évidemment, dans notre pays, les opportunités professionnelles sont beaucoup plus fortes Ouais, à Paris qu'elles ne le sont en région. ouais, Il y a une concentration médiatique ouais, assez forte dans la capitale, avec des opportunités extrêmement intéressantes.
Et à l'époque, il y avait une alternance politique à Lyon. Un nouveau maire de Lyon avait été élu en mars 2001. Il s'appelait Gérard Collomb. Et il cherchait euh, un collaborateur pour l'aider dans la rédaction de ses interventions, de ses discours. Et il cherchait quelqu'un de relativement apolitique, de relativement neutre. Il ne souhaitait pas quelqu'un issu des rangs de son parti politique, parce qu'il voulait quelqu'un qui soit en compréhension avec l'ensemble des sujets de la vie lyonnaise, sans biais idéologique Ouais, trop ouais. marqué. Et donc il y a eu un concours de recrutement. Je me suis lancé en disant que c'était quelque chose à connaître quand on s'intéresse aux affaires publiques. Et je me suis retrouvé effectivement au cabinet de Gérard Collomb. Cette collaboration a duré longtemps. Pour moi, c'était une opportunité professionnelle très importante. Et puis un petit pincement parce que j'abandonnais le journalisme puisque je devenais politique. Et effectivement, au bout de 13 années de collaboration, c'était une collaboration extrêmement longue avec le maire de Lyon, extrêmement passionnante. J'ai effectivement mordu à l'hameçon politique et j'ai été candidat sur une liste aux élections municipales de mars 2014. Et ça a été un échec assez cuisant, mais plein d'enseignements. Et donc, j'imaginais par la suite quitter les affaires publiques et monter une activité dans le domaine du conseil en stratégie de communication, parce que c'était un territoire que je connaissais extrêmement bien. J'en connaissais les acteurs, les enjeux de développement. Et à ce moment-là, j'ai été appelé, un peu à ma surprise, en mai 2014, c'était inattendu, par Najat Vallaud-Belkacem, Ouais. qui était alors ministre. Ouais. Voilà, donc entre 2014 et 2017, vous étiez conseiller ministériel chargé à l'éducation, aussi à la citoyenneté, aux médias, à l'information. Mais comment s'est fait ce cheminement jusqu'à Clémy, en fait? Comment, racontez-nous ce passage et comment vous êtes arrivé au Clémy. Alors, quand j'ai intégré en mai 2014 l'équipe de Najat Vallaud-Belkacem, elle était alors ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports. Ouais, C'était donc un ministère compliqué ouais, parce que touchant différents domaines. Je suis entré comme conseiller presse. Elle m'avait appelé à ses côtés parce que j'avais cette expertise, cette connaissance du monde des médias ouais, et que c'était important pour elle dans son rapport aux acteurs de la presse et des médias. Et ensuite, en août, fin août de la même année, il y a eu un remaniement et donc elle est devenue ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. J'ai commencé à ses côtés dans ce ministère comme conseiller presse toujours, et puis nous avons réorganisé un peu l'équipe et je suis devenu conseiller en charge de l'éducation à la citoyenneté qui comprend ces sujets d'éducation aux médias et à l'information. Et donc, ça a été une période marquée notamment par des actes très forts, tragiques, les attentats de 2015 en ouais, France, le 7 janvier 2015, l'attentat contre la rédaction de Charlie ouais, Hebdo en particulier, suivi d'autres attentats, mais celui-ci en particulier a fait prendre conscience à la classe politique de l'importance en démocratie du rôle de la presse et des médias comme le fameux quatrième pouvoir, un contre-pouvoir indispensable et ouais, nécessaire à ouais. la bonne respiration démocratique de nos pays. Et donc j'ai travaillé sur cette période de début 2015 jusqu'en mai 2017 avec beaucoup d'acteurs institutionnels, associatifs, privés, du secteur de la presse et des médias, du monde de la culture, et avec les équipes du Clémy, évidemment. Ouais. Et c'est de ce contact avec les équipes du Clémy que j'ai d'abord connu le Clémy et que je me suis dit c'est un outil Ouais, majeur, indispensable, essentiel. Et donc j'ai postulé en mai 2017 pour prendre la succession d'un directeur qui avait démissionné. ouais, Et je me suis dit, ce serait une formidable opportunité. Ça va faire 7 ans que je suis à la direction du Clémy et je dois dire que tout mon parcours est marqué par de très 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 belles expériences professionnelles,
mais je place le Clémy probablement en tête de toutes ces expériences en termes d'intérêt, d'intensité, de qualité de travail et d'importance de se sentir utile pour le devenir de nos sociétés. Le Clémy, donc on comprend cette place qu'il a dans votre parcours, dans votre carrière. Justement, restons-y un peu. Pour le public haïtien qui ne connaît pas vraiment ce que c'est le Clémy, concrètement, cette structure, c'est quoi? Alors, le Clémy, c'est effectivement une structure très originale qui a été créée en France il y a 40 ans Ah, par un universitaire qui avait travaillé 10 ans aux États-Unis. Et c'était la fin des années 70, le tournant des années 80, l'avènement des grands médias, ouais, de la radio, de la télévision. On parlait des autoroutes de l'information. Et cet universitaire qui s'appelle Jacques Gonnet, qui est toujours bien en vie, disait à l'époque, il est absolument indispensable de réaliser une éducation aux médias et à l'information dans le système éducatif, apprendre aux jeunes générations, aux nouvelles générations à lire ces médias, à les lire de façon critique, à ouais, savoir les décortiquer, à savoir décrypter l'information, comprendre comment l'information se réalise, comment elle est produite. Et c'est un acte de la formation citoyenne majeure, parce que quand on sort de l'école, on sort en général dans les démocraties avec une carte d'électeur et on sort de l'école en étant capable, normalement, de pouvoir opérer des choix citoyens et démocratiques forts. Donc cette éducation aux médias et à l'information a tout de suite été perçue par Jacques Gonnet et un certain nombre d'autres, évidemment, il n'était pas seul, comme une éducation à la démocratie. ouais. Et il a créé le Clémy à cette époque-là en convainquant les pouvoirs publics de l'époque de créer une structure au sein du système éducatif capable de former les enseignants à cette éducation médias et l'information, capable de produire un certain nombre de ressources pour accompagner ces enseignants dans leurs pratiques pédagogiques avec les élèves autour de ces enjeux d'éducation aux médias et l'information. Et puis très rapidement, ils ont créé un dispositif quelques années après qui s'appelle la Semaine de la presse et des médias dans l'école. Donc tout ça pour dire que le Clémy s'occupe de ces trois grandes missions et d'autres missions sur lesquelles on va pouvoir revenir, et que c'est un opérateur public assez unique dans le monde, qui effectivement est au sein de ce grand ministère de l'Éducation nationale, travaille avec tous ces Ouais, opérateurs et fait la liaison entre les acteurs de l'enseignement et des médias. ouais, C'est-à-dire que c'est un organisme, c'est un centre de liaison qui fait la passerelle entre ces acteurs de l'information, de l'enseignement, au service de l'information citoyenne des jeunes. oui, on comprend que l'éducation aux médias, à l'information, c'est ce qui définit le Clémy, en fait. Mais comment vous le définissez, l'éducation aux médias et à l'information, et comment elle se traduit dans vos actions concrètement? Alors, cette éducation aux médias et à l'information, elle est définie aujourd'hui dans le Code de l'éducation, et c'est, pour le faire très simplement, le renforcement de l'esprit critique. Renforcer les capacités d'analyse critique des jeunes générations sur tout type de contenu diffusé sur tout type de support. C'était la volonté des fondateurs du Clémy il y a 40 ans. Il y a 40 ans, c'est la révolution numérique. Ouais, C'est 40 ans d'avancée, des progrès des technologies numériques qui montrent que cet objectif de départ n'a pas changé. C'est-à-dire il s'est démultiplié en importance compte tenu aujourd'hui de la réalité des sociétés numériques où il y a ce que l'on appelle cette infobésité, ouais, cette profusion de l'information, de la diffusion de l'information sur tout type de contenu, sur tout type de support, et effectivement une information aujourd'hui qui est de toutes sortes, c'est-à-dire aussi bien l'information produite par les acteurs classiques que sont les médias, les acteurs de la presse et des médias, mais aussi à l'ère des plateformes et des réseaux sociaux numériques aujourd'hui, par tout type de créateurs de contenu, et puis par les citoyens eux-mêmes, puisque nous ne sommes plus comme auparavant uniquement des récepteurs de l'information, nous sommes aujourd'hui des émetteurs d'information. Donc cette éducation aux médias et à l'information, elle reste, elle n'a pas varié dans son objectif de renforcement de capacité des analyses critiques, de l'information de toutes sortes sur tous les types de supports, que ce soit un journal, que ce soit une radio, que ce soit une télévision, que ce soit un site internet, une plateforme de partage de vidéos, des réseaux sociaux, quels qu'ils soient.
Ouais, on comprend que ça se traduit concrètement par des actions du Clémy. Donc, quelles sont les principales actions que vous menez pour l'éducation aux médias, à l'information? Alors, parmi nos actions, on a plusieurs axes. Et le premier axe, c'est la formation des enseignants. Ouais, C'est-à-dire qu'un enseignant, un éducateur, n'a pas de culture médiatique et numérique innée. ouais, Personne n'a cette culture. Donc cette culture, elle s'apprend. Et ouais, donc le Clémy, c'est d'abord un centre de formation. Nous avons une structure nationale qui est située à Paris, qui est chargée vraiment de former les formateurs. Et puis nous avons des délégations dans chaque région de France qui sont souvent des personnels d'ailleurs issus du milieu de l'enseignement. Ils sont nos coordonnateurs académiques et leur rôle, c'est de faire la formation continue, d'organiser la formation continue auprès des enseignants sur tout le territoire français, métropolitain et ultramarin. Et donc, ça, c'est notre première mission. Donc, dans ces formations, on va aller aussi bien sur les fondamentaux de la formation, ouais, c'est-à-dire apprendre à ces enseignants la façon dont l'information est une construction, ouais, comment elle se produit, et puis ensuite, on va aller sur les sujets les plus complexes jusqu'à la lutte contre la désinformation, ouais, ou aujourd'hui l'impact des intelligences artificielles sur la fabrique de l'information ou sa distorsion. Et donc, on est vraiment aujourd'hui sur tous ces niveaux-là. La deuxième mission du Clémy, au-delà des missions de formation, c'est celle que je disais tout à l'heure, c'est produire des ressources pédagogiques pour entraîner les enseignants, les accompagner dans leur pratique pédagogique, mais c'est aussi valoriser finalement aussi les ressources de nos partenaires. Nous avons beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui produisent des ressources en éducation, médias et l'information, notamment les acteurs de la presse et des médias. Et notre rôle, c'est de les faire connaître, de les diffuser auprès des enseignants pour qu'ils puissent, sur des thématiques diverses et variées, utiliser ces ressources à bon escient. On organise la semaine de la presse et des médias dans l'école pour donner du temps à ouais, l'école, effectivement aux enseignants, dégager du temps dans leurs horaires qui sont souvent très ouais, chargés pour pouvoir aborder ces sujets dans des formats parfois un peu moins académiques que ouais, la classe traditionnelle, c'est-à-dire par exemple dans l'espace du CDI, dans les collèges, ouais, faire une web radio par ouais, exemple, donc ça veut dire travailler par exemple en interclasse, en ouais, interdisciplinarité, ouais, en faisant travailler autour du professeur ouais, documentaliste ouais, qu'on a effectivement en France comme une ouais, spécificité, avoir ces enseignants formés aux cultures documentaires et de l'information, travailler avec les professeurs des champs disciplinaires, de l'histoire, ouais, géographie, du français, des langues, mais aussi des professeurs des sciences, avec tous les enseignants, monter des projets où on va faire par exemple l'information par les jeunes. ouais, Ça, c'est au cœur des pédagogies de l'éducation aux médias. Et ça, c'est très important, cette question de la pédagogie, de la méthode. C'est-à-dire que learning by doing, on dit en anglais, on utilise beaucoup les anglicismes, mais les pédagogies actives qui ouais, permettent une dynamique de projet. La web radio, faire un journal scolaire, ouais, faire produire l'information par les élèves eux-mêmes, ouais, le faire dans le cadre de jeux éducatifs que ouais, nous développons. Eh ben ça, c'est extrêmement performant. C'est-à-dire faire l'information pour faire prendre conscience aux plus jeunes bah, que l'information, ouais. elle demande un travail très rigoureux. Ouais, et permettre aux jeunes aussi de s'exprimer aussi sur des questions très importantes, des questions clés aussi, que ce soit la politique et autres. On va justement parler un peu politique. Nous sommes dans un contexte politique très important en France et après les élections européennes, la dissolution du Parlement et aussi il y aura les prochaines élections. En fait, est-ce que l'éducation aux médias, selon vous, est peut-être un outil d'éducation civique et politique? Et si oui, comment? Alors, j'ai parlé tout à l'heure d'éducation à la démocratie. Vous évoquez une étape démocratique très importante qui vient de se produire dans une année électorale historique à l'échelle mondiale et toutes les alertes avaient été sonnées en disant attention, tous ces scrutins aujourd'hui se produisent dans une ère historique particulière où les campagnes de désinformation sont massives et où il existe finalement un brouillard informationnel extrêmement important, où les gens sont soit en perte de repères pour pouvoir accéder finalement à une information libre et indépendante. On se rend compte Hum, que c'est de plus en plus compliqué, compte tenu de ces désordres qui sont organisés ou voulus ou subis. ouais, Et puis, il y a cette idée
que effectivement l'éducation aux médias et à l'information est absolument essentielle justement pour éviter de tomber dans ces pièges. Et on se rend compte aujourd'hui que sans doute n'a-t-on pas suffisamment pris conscience, suffisamment tôt et suffisamment fortement de la nécessité d'un renforcement de l'éducation aux médias et à l'information, qui est au cœur des enjeux de citoyenneté dans cet espace numérique. Cela fait 10 ans que tous les rapports qui se succèdent dans notre pays et à l'international insistent sur la nécessité de ce renforcement. Alors nous avons eu effectivement des mesures de renforcement, mais je pense que l'avancée, le rythme des avancées des technologies et toutes les dérives qu'elles permettent en termes de manipulation de l'information, finalement on voit que c'est une course contre la montre et que sans doute n'avons pas été suffisamment rapides dans le renforcement de l'éducation aux médias et l'information pour une généralisation de la prise de conscience que l'information, finalement, l'accès à une information libre et indépendante, c'est un pilier des démocraties. Et que si ce pilier il est abîmé, eh ben, on se retrouve dans des équations aujourd'hui comme celle qui se présente aux citoyens français d'avoir finalement à choisir entre des extrêmes politiques qui ont tiré pleinement bénéfice aujourd'hui des outils qui sont mis à leur disposition, en particulier des plateformes, des réseaux sociaux numériques, et l'on voit aujourd'hui la puissance de ces informations, de ces entreprises de propagande politique sur des plateformes comme TikTok, mais d'autres aussi, où finalement la jeunesse a plutôt tendance à adhérer à des discours parfois très simplistes, très édulcorés, qui ne disent pas tout de la nature profonde des projets idéologiques qui se cachent derrière. Ouais. Et restons juste un peu sur ce bouleversement technologique et tout qu'on connaît ce dernier temps. Comment le Clémy s'adapte-t-il aux évolutions technologiques et aux transformations aussi rapides du paysage médiatique? Je pense particulièrement à l'intelligence artificielle, entre Alors, autres. il faut rester extrêmement humble parce que, je l'ai dit, la fulgurance de l'évolution de ces technologies du numérique nous amène forcément à être prudents sur les solutions que nous voulons construire et proposer, d'autant plus quand elles concernent la formation des enseignants. Je crois qu'il faut être humble parce que la tâche est immense et qu'il ne faut pas se tromper de priorité face à ces évolutions, car certaines de ces évolutions d'ailleurs sont parfois testées, on se rend compte qu'elles ne sont pas forcément les grands phénomènes d'évolution de nos sociétés telles qu'elles promettent de le devenir. On pense par exemple à la révolution du métaverse, sur lequel un groupe aussi puissant que Meta a investi énormément, et on se rend compte qu'une nouvelle vague arrive derrière en termes d'avancées technologiques, avec les IA génératives et conversationnelles, et on se rend compte finalement que une avancée technologique peut peut-être reléguer une autre à un second plan, et que en termes d'impact et de transformation de nos sociétés. Donc il y a cette réalité-là. La deuxième réalité, c'est que la démarche éducative est intéressante en cela qu'elle s'applique toujours à définir les concepts et les notions avant de s'emparer effectivement d'un sujet et de vouloir utiliser ces technologies tout de suite sans avoir posé le cadre initial qui est extrêmement important pour pouvoir justement être dans une démarche éducative et de formation. Et de ce point de vue-là, il y a un troisième élément qui me semble extrêmement important, c'est que ces outils, les élèves, de plus en plus jeunes, les enfants, les ont entre les mains. Ces outils, ce sont des terminaux connectés. Et donc, nous avons, comme nous l'avons toujours fait au niveau des acteurs de l'éducation, médias et l'information, ce réflexe de partir des pratiques informationnelles, c'est-à-dire de partir de la façon dont les jeunes utilisent aujourd'hui les outils de l'information, d'accès à l'information. On le fait historiquement à partir des pratiques informationnelles, aujourd'hui des usages numériques, et donc nous interrogeons les élèves justement sur la façon dont ils utilisent les applications et les réseaux sociaux pour essayer de comprendre à quoi ça leur sert, quels sont les objectifs qu'ils se fixent dans l'utilisation de ces outils et quelles sont les problématiques qui se posent en matière de formation à la citoyenneté, puisque notre intérêt et notre objectif
est effectivement de favoriser l'accès à une information de qualité. Et donc à partir de là, avec nos partenaires, on voit bien que c'est une question qui nous engage collectivement. Comment on peut mettre en place des dispositifs qui vont justement apprendre aux plus jeunes à se servir de façon positive et à tirer tout le potentiel positif de ces progrès technologiques et à éviter les pièges. Ouais. Accéder à une information de qualité et pas tomber dans les panneaux de la désinformation, de la mésinformation et tout ce qui s'ensuit. Et on arrive vraiment à la dernière ligne droite, mais j'ai envie de vous poser cette question. Quels sont selon vous les grands enjeux actuels en matière d'éducation aux médias et à l'information? Ce sont des enjeux de démocratie. Vous avez parlé à l'instant du scrutin des élections européennes en Europe et en particulier en France. Je pense que aujourd'hui, nous sommes face à une réalité d'une dégradation aujourd'hui des démocraties et de l'idéal démocratique à travers la planète. Je pense que de tous les régimes, euh, je pense que la démocratie est quand même le moins pire, pour prendre la métaphore de ce que disait Churchill à propos de la démocratie. C'est sans doute un très mauvais système, mais c'est le moins pire de tous Ouais. les autres. Et ça, je crois que c'est extrêmement important aujourd'hui de se fixer quelques règles, c'est-à-dire à quoi sert l'école. Former des citoyens libres et éclairés, capables aujourd'hui de maîtriser l'ensemble des enjeux de compétences et de connaissances, que ce soit effectivement en matière de citoyenneté, mais en matière de technologie Ouais. aujourd'hui, avoir l'alliance de cette maîtrise aussi bien des enjeux des humanités que des enjeux scientifiques, numériques, technologiques, ça me semble tout à fait indispensable si nous voulons que ces outils, encore une fois, servent euh, l'idéal démocratique, qui est un idéal de liberté, Ouais. et ne soit pas au service d'idéaux illibéraux qui, pour le coup, sont extrêmement dangereux Ouais. pour nos libertés individuelles et collectives. Tout l'enjeu aujourd'hui, il se situe à cet endroit. Donc, au-delà des aspects que l'éducation, médias et l'information, par les pédagogies qu'elle propose, permet aussi hein, de renforcer les apprentissages des fondamentaux, apprendre à lire, à écrire, parce qu'on fait ça extrêmement bien quand on Ouais. s'amuse un peu et qu'on le fait à travers la web radio et Ouais. faire un journal, etc. Mais derrière, il y a des compétences tout à fait fondamentales qui viennent s'ajouter en plus, qui sont celles de cette prise de conscience citoyenne. Ouais. Et donc, oui, il faut continuer à pousser tous les leviers pour renforcer cette éducation médias et l'information. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Terminons avec cette question. Est-ce que le CLEMI développe des partenariats à l'étranger et comment vous pouvez aider Haïti à mettre en place un dispositif d'éducation aux médias et à l'information, du moins à accompagner les acteurs dans cette démarche? Alors, c'est une excellente question parce que l'éducation aux médias et l'information, depuis avant la création du CLEMI, depuis bien 60 ans maintenant, c'est toujours conçu dans une perspective d'ouverture et de dialogue extrêmement riche à travers les travaux de l'UNESCO, par exemple, mais aussi de l'Organisation internationale de la francophonie, aussi d'un certain nombre d'ONG. Et nous travaillons et nous avons toujours travaillé en étant dans cette coopération extrêmement large aujourd'hui, que ce soit au niveau européen ou au niveau international. Et je ne pense pas, même tout le contraire, je pense très fortement que nous sommes aujourd'hui dans un monde où effectivement il y a des positions dominantes par un certain nombre d'acteurs numériques, de géants, que sont les plateformes et les réseaux sociaux. Et dans nos coopérations, nous voyons bien qu'aujourd'hui, il y a des similitudes extrêmement fortes dans les problématiques qui se posent d'une région à l'autre de la planète. Et donc cette similarité des situations nous pousse effectivement à accélérer les coopérations aujourd'hui, ce que nous faisons à la hauteur de nos moyens, mais il n'y a pas d'éducation aux médias et à l'information qui puisse se concevoir enfermée dans nos frontières nationales, ce serait totalement aberrant. Donc comme nous avons énormément à apprendre des uns et des autres, nous avons par exemple dans le domaine de la lutte contre la désinformation depuis 2021 un travail du CLEMI au sein d'un consortium qui s'appelle De facto, qui Ouais. bénéficie du soutien de la Commission européenne, un travail extrêmement important qui fait travailler ensemble les acteurs de la recherche,
les acteurs des médias et en particulier de la lutte contre la désinformation, du fact-checking, et les acteurs de l'éducation aux médias et à l'information. Cette alliance me semble indispensable parce que nous sommes sur des sujets qui sont de plus en plus complexes. Quand on parle de lutte contre la désinformation, cela suppose de connaître aujourd'hui la façon dont la désinformation fonctionne, quelles sont les logiques algorithmiques, quelles sont les économies qui sont derrière la désinformation. Donc on voit bien que la nécessité de travailler de cette façon transversale. À l'échelle planétaire, nous avons des coopérations à peu près sur tous les continents aujourd'hui. Nous sommes extrêmement fiers d'avoir cette année notamment commencé un cycle de formation de formateurs au Cameroun, en particulier avec l'association EducMedia, qui est une jeune association extrêmement dynamique. Et notre volonté, c'est de poursuivre ces coopérations. Et je crois qu'avec Haïti, nous avons évidemment besoin et envie et un enthousiasme à se projeter vers des coopérations futures. D'abord parce que c'est une histoire de rencontres. Souvent, ces coopérations, elles commencent toujours par des rencontres. Que notre rencontre, effectivement, avec l'école des médias, bah, c'est une opportunité qui peut nous aider petit pas par petit pas, à produire une coopération qui peut être extrêmement bénéfique, comme celle que je viens de citer. Voilà. Ah ben, monsieur Serge Barbet, merci. Merci à vous.